Que parfois, sur la politique de la ville, on va remplir des critères qui sont à combien de personnes vous allez vous adresser. Vous mettez 100, 200, 300. Oui, mais là, à ce moment-là, on va renseigner la question de l'effectivité. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Et c'est là où je vais aller plus loin, parce que vous parlez de bilan. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai accompagné ou j'ai accueilli 100 personnes, dont tant de femmes, dont tant de jeunes de 7-25 et autres. Et là, effectivement, on est sur j'ai fait, avec tant de moyens humains, tant de moyens financiers obtenus. Là, on est sur du bilan. Et derrière, c'est qu'est-ce que cet accompagnement a produit. Et là, on va être sur justement du jugement, en tout cas, déterminer la valeur de notre intervention. Oui. Donc là, on va avoir, effectivement, je vous rejoins le côté mon tableau de bord avec mes 100 personnes. C'est-à-dire que c'est réducteur parce que qu'est-ce qu'on va faire si vous en avez eu 99 quoi. Tout à fait. Voilà, c'est l'explication que l'on fait derrière. C'est si j'en ai que 99, pourquoi, comment ça s'explique. Et l'évaluation est là aussi. Pardon. L'évaluation est là aussi pour expliquer pourquoi au final on n'a que 99 ou 130 alors qu'on en visait 100. Oui. Parce qu'on peut être plus. C'est difficile de dire 3 mois avant la fin de la convention combien on en a reçu et combien on en a fait. Si on visait 100 et qu'on a fait 3/4 de l'action, il va en manquer peut-être un quart. Surtout si on a eu les subventions 3 mois après le lancement. Ce que je peux dire, c'est que parfois les indicateurs, il y a tellement d'indicateurs qui sont rarement en fait contrôlés. C'est-à-dire que comme au bout d'un moment ils n'ont pas beaucoup de sens. Bien sûr, on décide d'accueillir 100 jeunes, il y a 100 places, 100 billets de train, etc., etc. Bon, ça c'est. Mais dans le cadre, par exemple, d'une action sociale ou culturelle, dans le cadre de la politique de la ville, parfois ces indicateurs très chiffrés n'ont pas beaucoup de sens et, à mon avis, ils seront peu souvent vérifiés. Mais tu as l'impression qu'il y en a beaucoup des indicateurs dans les dossiers CERFA? Non, pas beaucoup, mais il y en a, ouais. Il y en a pas beaucoup quand même. Bah, tu as raison, ils sont ça pas dépend. vérifiés une fois de temps en temps et puis après... Ça dépend quel... Ça va dépendre des départements, Ouais. parce que pour certains, ils épluchent le dossier quand même. Mais disons que, en fait, c'était aussi pour dire que à chaque fois dans ces conventions, il y a un petit paragraphe sur l'évaluation, qui est en fait rarement une évaluation comme ça peut être écrit dans la circulaire, c'est-à-dire comment on mesure effectivement la qualité de son action, comment on mesure sa valeur, comment on est dans une démarche de progrès. Voilà, on rend un bilan d'action, on rend un bilan financier, on rend un tableau avec des indicateurs, mais rarement on va être dans une évaluation qui va être justement un minimum d'échange sur l'action. Pourquoi pourquoi il y a eu moins de jeunes, pourquoi il y en a eu plus, etc. Et qu'est-ce que ça a produit on est quand même rarement dans ce genre de choses parce que je pense qu'on n'a pas aussi la culture de l'évaluation parce qu'on est souvent dans une évaluation qui est quand même, et donc avec l'Europe c'est quand même le maximum, du contrôle et de la suspicion. On est quand même beaucoup dans une démarche comme ça, c'est-à-dire est-ce que vous n'avez pas mis un peu d'argent au Panama quoi. Il y a un truc qui est pas dans une évaluation, j'allais dire une culture de l'évaluation qui pourrait être vraiment dans une amélioration et j'allais dire dans une démarche de progrès. Ouais, aussi parce qu'il y a une course au projet permanent. Parce que du coup, plutôt que prendre le temps d'évaluer l'action par rapport au projet associatif et pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est que ça nous apporte à nous et à la société qu'on est censé servir. Et on est déjà en train de penser au projet suivant parce qu'on dépend des financements qui sont basés sur des projets. Du coup, c'est pas de l'évaluation qu'on fait, à mon sens, c'est des bilans. On produit des bilans. Et ça fait partie du cycle du projet. Et malheureusement, je pense que c'est par la circulaire qui va casser ça. Parce que c'est aussi des moyens qui nous manquent pour pouvoir faire un pas de côté et réfléchir sur notre action, sur pourquoi on le fait, est-ce que ça produit ce que notre projet associatif vise. Et effectivement, vous avez raison, on manque de cette culture, mais parce qu'on n'a pas les moyens de l'acquérir, de la développer. Ouais. Alors, je crois aussi que pour renforcer un peu la question qui était posée sur l'évaluation, pourquoi se limiter à la circuit verbale, c'est l'évaluation de la convention. Je pense qu'il faut effectivement élever d'un cran et on a parlé opération, action, projet, moi je parlais de politique publique. Je pense qu'effectivement la question qui se pose c'est si on veut avoir une appétence, et une habitude et une compétence sur l'évaluation, il faut se saisir de la question de la politique publique. Je parle de la politique publique d'économie sociale et solidaire que je connais un peu.
Il y a des plans aujourd'hui d'économie sociale et solidaire organisés par les collectivités territoriales en co-construction normalement avec les acteurs d'un territoire. Ce qui est important, c'est de savoir comment il y a une co-évaluation de ce plan. C'est à mon sens là que la question se pose et c'est là que les choses bougeront. Parce que si effectivement on est simplement sur la convention, on risque d'être sur cette question d'indicateurs chiffrés, qualitatifs, quantitatifs. Si on est question sur la politique publique, co-construction de la politique publique mise en œuvre par effectivement les associations dans le sens où elle a été construite et co-évaluation, et j'ajoute un autre terme, de A jusqu'à Z, c'est-à-dire à partir du moment où la politique publique est mise en avant et non pas lorsque la politique publique, après, est mise en débat. Donc une co-évaluation permanente, ça permet effectivement la montée en compétences, la question du sens, parce qu'à un moment ou à un autre, on se dit, tiens, on a effectivement co-construit ensemble cette politique publique, et puis finalement, ça ne correspond absolument plus aux circonstances. Ça peut évoluer, bien évidemment. Il y a des contraintes qui peuvent apparaître, des souplesses qui peuvent apparaître. Donc, effectivement, la question de la réorientation de cette politique publique se pose, et elle se pose avec les acteurs. Et troisièmement, ça permet effectivement d'avoir un tiers extérieur, parce que ça n'a pas été dit. Et moi, je pense que c'est très important lorsqu'il y a des zones de conflit possibles, que lorsqu'il y a un évaluateur sur une politique publique, ce tiers extérieur existe et permet effectivement d'aplanir ce qui relève du conflit individuel ou de dire ce qui relève du conflit qui est le conflit logique. Et la quatrième chose, c'est l'auto-évaluation. Parce que c'est vrai qu'on le voit, je crois, à travers effectivement les associations qui se saisissent de cette évaluation sur les politiques publiques. Elles se saisissent aussi de leur auto-évaluation, de leur action. Et là, on revient à la convention. Et voilà. Donc moi, personnellement, je plaiderais, mais ça, c'est vrai que c'est peut-être un idéal, qu'on sorte de la relation strictement convention telle que ça a été présenté. Tout à fait. Mais c'était en effet le propos, mais c'est vrai notamment la question de l'approche territoriale qu'on voulait voir en troisième point, ou la question dont tu viens de parler, de l'auto-évaluation, qui est le point suivant. Ouais, mais en même temps c'est très bien parce qu'on voit bien en effet comment aussi le considérer que dans un espace bilatéral entre une association et une seule collectivité publique, ça pose tout de suite des freins et qu'on est obligé d'élargir le champ de la réflexion. Isabelle. Oui, enfin, moi, ce que ça m'évoque aussi, cette question de la manière dont finalement est construite ces indicateurs. Parce que quand vous parlez co-construction des politiques publiques, je dirais presque qu'aujourd'hui, on n'en voit plus de co-construction avec le monde associatif. Aujourd'hui, les logiques, elles sont essentiellement descendantes. Elles ne sont pas du tout montantes. En tout cas, elles sont rarement régulées vraiment. Il y a de la pseudo, hein, il y a du pseudo. Il y a de la pseudo-réunionite avec les gens des EDL, des équipes de développement. Mais moi, je dirais presque au final, peut-être que la thèse de l'association, qui évalue, parce qu'elle a aussi le lien avec les publics, enfin, elle est dans un direct avec les interlocuteurs. Par exemple, si on pense aux politiques sociales, puisque moi, je ne connais que ça, aujourd'hui, je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est modifié. Moi, je me souviens d'un temps où on était dans des dialogues, des vrais dialogues de gestion et de construction des politiques publiques, on pouvait appeler ça comme ça, avec nos inspecteurs. Parce qu'il y avait toujours une phase de réflexion ensemble. Et on se rencontrait, par exemple, également au moins 2-3 jours dans l'année sur des séminaires de réflexion. Aujourd'hui, ce sont des temps qui ont disparu. Et on n'est plus que dans des logiques d'évaluation inspiration et non plus d'évaluation construction. Est-ce que Anne-Claire pourrait nous apporter un éclairage sur mon travail? Voilà. Alors moi je suis une inspectrice évaluante en spectant. J'entends tout à fait ce qui vient d'être dit. Je trouve ça fort dommage parce que c'est une réalité liée aux effectifs, premièrement. Et lié aux impératifs sur la performance. Alors pour revenir à ce qui a été évoqué, donc moi mon métier c'est d'évaluer. Je passe ma vie à ça, du matin au soir, mais je fais du conseil aussi.
Si on commence par la circulaire, je peux dire qu'aujourd'hui, parce que moi je travaille au ministère de la Culture, on n'a pas de retour à ce jour sur la circulaire VALS, elle est trop jeune, et que les premières conventions qui vont être signées, c'est cette année, et on va voir comment, dans la pratique, les choses vont se poser. Important peut-être de croiser, alors là je vais faire une petite incise, c'est sur la loi création que dans l'écriture aujourd'hui en débat au Sénat, à l'Assemblée, qui a en deuxième lecture au Sénat, où justement on évoque l'évaluation, puisque derrière la loi il y aura un décret, un arrêté. Si je réponds ça, c'est parce que c'est un peu partout dans tous les domaines, le principe de loi, décret, arrêté, et qu'on a revisité, nous, d'un service de l'inspection du ministère de la Culture, le principe de l'évaluation. Qu'est-ce qu'on attend quand on évalue? Alors il y a des discussions qui sont très justes sur le bilan d'activité, je reviens à ce que vous disiez madame, c'est très juste. On ne parle pas de la même chose quand on parle d'un projet à long cours, d'un projet sur une activité ponctuelle. On ne travaille pas de la même façon, mais on n'évalue pas de la même façon, ça c'est réel. La question, si on travaille sur du long cours, moi je vais parler de ça, sur des conventions triennales qui peuvent être reconduites, la première chose qu'on demande aujourd'hui, c'est à juste titre ce qui a été évoqué, c'est l'auto-évaluation. Première chose. La deuxième chose, pour faire de l'inspection depuis plusieurs années aujourd'hui, souvent quand on évalue des structures, on a des bilans d'activité, et moi je ne peux pas exploiter des bilans d'activité sur une analyse. Je demande une évaluation analysée. Pourquoi, reprenons ce que vous disiez justement, on n'a pas eu tant de personnes à tel endroit, pourquoi ça n'a pas marché. Moi je préfère avoir une analyse qui m'explique pourquoi ça n'a pas marché, ou pourquoi ça a marché, plutôt que de me dire on était tant, telle année on était tant, il y avait tant de personnes pour telle activité. Ça en soi c'est pas exploitable. Quand vous évaluez qu'il y a un tiers, et en l'occurrence c'est mon travail, moi de venir évaluer, j'entends bien que les chiffres sont fluctuants, mais pas analysables. Donc c'est important de l'analyser vous-même et de nous expliquer pourquoi ça a marché ou ça n'a pas marché. Et que vous êtes les mieux placés, enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je le porte, c'est vous qui êtes les plus à même de me dire pourquoi ça marchait, pourquoi ça n'a pas marché. Et pas moi, enfin moi je peux l'analyser par des chiffres, mais je ne suis pas dans le quotidien de la pratique. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, sur l'évaluation, c'est pas une culture française, enfin on y travaille, ça devient de plus en plus. Alors paradoxalement, le ministère de la Culture, enfin je parle de ce que je connais, il y a des inspecteurs, ce qui n'existait pas dans les autres pays européens. Le corps dans lequel je suis, en tant que l'administration, le ministère, ça n'existe pas ailleurs, dans les autres pays. Il n'y a pas d'inspecteur. Il y a des ministères, mais il n'y a pas d'inspecteur. Donc on se retrouve dans une situation qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on n'est pas, en France, on développe l'évaluation de plus en plus. Et moi, je suis favorable à ce que les gens s'évaluent entre eux. Et qu'elle ne soit pas descendante de l'évaluation. Ce n'est pas l'État qui a raison. L'État travaille avec vous, avec nous. Ça, c'est pas un discours qui est fréquent, je vous dis quand même, il faut savoir. Ça, c'est sûr. Même s'il est en train de changer, parce que moi je défends l'évaluation participative et partagée, qui est portée sur des structures. C'est pas non plus le sujet premier au ministère de la Culture, il faut le savoir. Et tout ça est en train de changer, parce qu'on se rend compte que ceux qui sont à même d'évaluer leur travail, c'est vous, c'est nous-mêmes, enfin, c'est ceux qui portent. Alors, après, sur l'entrée, ça c'est un peu l'entrée générique. Sur les indicateurs, moi je ne suis pas une férue des indicateurs, 3-4 c'est amplement suffisant. Quand je dis ça, c'est sur les entrées, sur les objectifs de travail que vous nous donnez. Quand on évalue sur du long cours, on évalue les objectifs, la philosophie de la structure. Quand on travaille sur des projets ponctuels, on évalue la réussite liée à l'objectif qu'on s'est donné, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je pense que si on... Effectivement, au sein du ministère, il y a, dans les indicateurs sur Fillon, sur la circulaire Fillon, on avait tellement d'indicateurs qu'on n'arrivait pas à les mettre en marche. Et en plus, parfois, ils se contredisaient, ça ne marchait pas entre les collectivités et l'État. Puisqu'on avait des conventions tripartites, enfin, X structures, soit la ville, département, région, État, ça c'est le bonheur quand ça marche comme ça, mais ça peut être ville-État, département-État, région-État. Et donc on avait parfois des problématiques d'indicateurs, ce qui fait qu'on ne pouvait pas inscrire les indicateurs dans la convention, puisque ce n'était pas les mêmes. Donc, je pense qu'il est important de ne pas en mettre beaucoup, mais qu'ils soient rassembleurs des objectifs communs. Et puis, dernière chose, c'est que sur l'évaluation,
plus une évaluation est réussie, plus les objectifs, souvent elle est réussie parce que les objectifs initiaux sont clairs. On se rend compte que très souvent l'évaluation pointe un dysfonctionnement d'objectifs. Il y a un manque de clarification d'objectifs. Au-delà des contenus du projet, ça c'est autre chose. Mais on n'est pas là pour sanctionner, on est là pour clarifier. Et le travail de contrôle, veille, régulation, la mission régalienne de l'État, que moi je dois porter au niveau de l'inspection, c'est avant tout de savoir de quoi on se parle, pourquoi on se parle, et comment on se parle par rapport à un projet. Et souvent, l'intérêt de l'évaluation, c'est de mettre à plat des objectifs qui sont soit mal positionnés, soit mal énoncés, soit mal expliqués, et qui repositionnent le propos. Avant toute chose, je pense que c'est ça. Après, moi, je peux répondre à d'autres questions, mais ça va. Ouais. Oui. Oui, juste pour compléter, effectivement, ce que vous dites sur l'auto-évaluation, que les associations disposent de l'information, que ce soit sur la réalisation, la connaissance, et peuvent réaliser l'évaluation. Effectivement, pour la maîtrise des informations et la connaissance tout ou partie du projet, mais je pense qu'à un moment donné, on a besoin aussi d'avoir un œil extérieur qui prend du recul, qui stoppe l'action, n'est pas dans le projet et n'est pas influencé aussi par du passif, de l'historique, et le point de vue externe qui n'est pas dans l'activité, mais parce je pense qu'il est difficile aussi pour les membres d'une association à un moment donné de se dire on stoppe, on arrête et puis on va évaluer l'action qui est faite alors qu'on attend peut-être d'autres activités, d'autres conventions ou d'autres actions qui courent. C'est effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, on est toujours dans l'avancée de l'action. Donc le point de vue extérieur, et c'est pour ça qu'à mon sens, moi je le vois plus en tripartite, à savoir l'État, les associations et ce point de vue extérieur qui permet aussi à un moment donné de re-questionner peut-être les objectifs, les enjeux initiaux, reformuler des questions évaluatives et après peut-être faire découler les analyses et peut-être reconstruire les indicateurs et mettre en avant des indicateurs qualitatifs et re-questionner l'ensemble du processus et des résultats. Mais ça serait qui le tiers pour vous là? Je ne sais pas, enfin, moi dans mon habitude de fonctionnement, comme je fais partie d'une agence publique, ça passe par un marché public, ce qui est du domaine de l'évaluation, et c'est réalisé par des personnes extérieures. Donc voilà, c'est effectivement dans ce cadre-là que moi j'ai cette vision d'intervention de ces cabinets ou personnes extérieures pour avoir cette neutralité de jugement. Mais après, dans le cadre des associations, je ne sais pas si c'est du domaine du possible d'avoir ce type d'intervenant. Ouais. En fait, mais c'est pas des évaluations, c'est des audits. C'est des audits, oui, tout à fait. C'est tout à fait. C'est autre chose, ça veut dire que c'est une évaluation. Alors, deux choses pour répondre à l'inspectrice. En fait... Pardon. C'est pas grave. En fait, je pense que... et là, je ne vais même pas parler par rapport à mon activité de consultant, parce qu'un consultant peut faire de l'évaluation et accompagner à l'évaluation. Il ne fait pas forcément de l'audit ou du contrôle, il peut faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner. Mais je vais laisser ça de côté. Il y a quelque chose qui se fait, parce que je travaille aussi avec des associations de niveau, enfin à l'échelle africaine, l'Afrique francophone, et il y a quelque chose qui se fait, c'est la question de l'évaluation par les pairs. Ce qui fait qu'à un moment donné, surtout quand on est dans une logique collective d'association citoyenne, donc à un moment donné, vous êtes entre pairs. Donc c'est aussi ça qui peut être intéressant, c'est même s'il y a certaines fois les associations sont en concurrence, avoir une dynamique collective. Et comment dire, si on a plusieurs associations qui travaillent sur l'accompagnement, enfin je suis désolé, je reviens à la politique de la ville, si on a plusieurs associations qui font de l'accompagnement à la scolarité ou des ateliers sociolinguistiques ou des ateliers techniques de recherche d'emploi, ça peut tout à fait être un collectif de structures qui travaillent sur ces questions-là, qui, à un moment donné, œuvrent de concert pour évaluer leur démarche en ce sens. Je le dis parce que ça, c'est, même au niveau de collectivité, il y a certaines collectivités qui, maintenant, font aussi, sont regroupées entre elles, notamment en France, pour le coup,
pour évaluer ensemble, elles s'accordent sur une politique qu'elles ont en commun et elles évaluent ensemble, elles se construisent leurs outils ensemble pour voir à un moment donné quels ont été les effets ou la plus-value, je vais même parler d'impact, et c'est ça de côté, mais les effets ou de leurs politiques respectives sur leur territoire. Et ils ont construit la démarche ensemble, sans cabinet extérieur, sans leurs partenaires financiers. Ça peut être, en tout cas dans une logique associative et citoyenne, je trouve que c'est des outils qui peuvent être intéressants et qui ne nécessitent pas forcément des moyens financiers énormes. Après, excuse-moi, mais je vais remettre les pieds dans le plat, mais dans la situation de pénurie financière et qui amène aussi un effet très pervers qu'on avait beaucoup moins les années précédentes, c'est la concurrence entre les associations. Je vois mal des associations intervenant sur le même territoire et sur le même public et sur la même thématique s'évaluer mutuellement. Mais pas nécessairement s'évaluer, mais construire des outils communs en fait. Construire des outils communs. On y reviendra parce qu'en effet, on y reviendra sur la question territoriale qui est un des éléments. Et en effet, il y a des réflexions, il y a des expériences existantes sur des questions d'observation commun et de coopération. Je pense que sur cette première partie sur laquelle on est quand même aussi dans une interrogation d'une évaluation partagée. C'est aussi le terme qu'on avait posé entre une association et une collectivité qui la finance. Et qu'on est bien aussi sur un partage d'objectifs par rapport à une activité d'intérêt général. C'est-à-dire que là, on ne parle pas nécessairement... Ça peut être le projet associatif de manière générale, ça peut être une action particulière sur laquelle il y a un financement. Et sur cette première partie du débat, on était aussi dans cette interrogation. Est-ce que l'évaluation telle qu'elle est permet, à un moment donné, de vraiment réfléchir ensemble et de poser un vrai dialogue entre l'association et la collectivité sur les objectifs d'intérêt général qui sont à la fois défendus par l'association et à la fois défendus par la collectivité qui la défend. Et on voit bien aujourd'hui, malheureusement, en tout cas, nous, c'est quand même un des constats et pour le vivre aussi, qu'on a rarement des espaces véritables de dialogue dans la construction de ces objectifs partagés qui peuvent conduire à un processus d'évaluation partagée, parce qu'on parle beaucoup de moments clés d'évaluation, par exemple à la fin d'une subvention, mais ça peut être aussi des processus partagés, ça peut être aussi des comités de pilotage, il y a diverses façons de configurer cette évaluation, mais c'est peut-être aussi une interrogation sur la capacité à rentrer véritablement en dialogue avec la collectivité ou les collectivités, et là je crois qu'on atteint aussi un problème supplémentaire qui a déjà été évoqué par certains, c'est-à-dire que quand on a une convention avec sa ville, une convention avec son département, une convention avec l'État, on est aussi, alors qu'on devrait peut-être partager sur un même projet des objectifs un peu communs, on est aussi dans des processus d'évaluation différents à chaque fois. Voilà, donc c'est peut-être aussi de cette question de comment on se crée de la méthode pour avoir un meilleur dialogue aussi avec les collectivités, dans la définition même des objectifs d'intérêt général qu'on poursuit. Je voudrais... il me vient là du fait qu'on compare, parce qu'on tente finalement de réduire à du comparable. On essaye de faire du comparable ou de faire de l'évaluation à partir de critères pour moi qui ne contiennent pas l'action. Bon, c'est classique. Mais je voudrais donner un exemple concret qu'on vient de vivre à l'Association nationale des points écoute jeunes. On vient d'en perdre beaucoup. Et il se trouve qu'enfin, l'État a admis qu'il fallait faire l'évaluation du réseau général. On a fait l'évaluation. Ils n'ont pas voulu nous filer les résultats de l'évaluation parce que secret défense, etc. Et ils ont été très troublés parce qu'ils ont vu, il y a 500 points écoute encore sur les territoires, et ils étaient très troublés parce qu'il n'y en avait pas deux qui fonctionnaient pareil. Donc ça n'allait pas. Et alors, comment ça se fait? Ici ils font ça, ici ils font ça, ici ils font ça, ici ils font ça, ici ils font ça. Voilà, bon. Donc déjà, c'était pas une politique publique parce que, alors que c'est eux qui l'avaient mise en place, il y a maintenant 20 ans. Bon, déjà on était troublés parce qu'on aurait voulu retrouver des points écoute qui soient un peu copies, conformes, un peu partout. Il n'y avait pas ça, déjà, c'était pas rassurant. Très vite, on pouvait en déduire que alors ils font ce qu'ils veulent. Bon, et après, l'évaluation de territoire a justement permis de montrer que tout simplement les associations s'adaptaient au territoire et donc venaient là compléter les dispositifs existants. Et que le but
ce qui faisait cette différence des dispositifs, eh bien, ça avait été des constructions volontaires, en fait, volontaires justement du temps où les assos et les points écoute se parlaient encore avec les mairies et avec les collectivités, et aussi l'État. Donc il y avait eu une diversité qui aujourd'hui, alors enfin, ils ont quand même admis que cette diversité, il fallait considérer que c'est une richesse, et non pas essayer de réduire à faire du pareil au même sur tous les territoires, puisque aucun territoire ne se ressemble. Et du coup, c'est pour aussi, c'est vrai qu'une politique publique, un appel d'offres et un montage associatif, c'est très différent, parce que l'origine du projet, le projet ne prend pas naissance dans les mêmes circonstances. Et on a pu voir quand même que la diversité associative, elle est très liée au fait que souvent les associations émergent du territoire. Et elles sont souvent l'initiative d'un groupe d'humains qui prennent le taureau par les cornes, il y a un problème, il faut faire quelque chose, alors on fait. Et c'est pas forcément. Et c'est ensuite qu'arrive. C'est vrai que souvent les associations elles font d'abord, et ensuite elles se mettent à la réflexion. Mais souvent, quand même, elles sont nées d'initiatives citoyennes, on peut dire ça. Il y avait plein de gens qui ne parlaient pas français, on a commencé à créer des trucs pour que... c'est des trucs, c'est de la trucologie. C'est pour répondre à des vrais besoins existants. Alors après, évidemment qu'aujourd'hui, on est dans une étape aussi du fonctionnement, du dialogue, en fait, qui s'est un peu muré sur maintenant, il faut faire de la Lival. Alors, je dirais presque qu'il y a une réification de la question évaluative qui risque de stériliser les initiatives justement locales. Si on ajoute à ça aussi la dimension des appels à projets, c'est de moins en moins souvent local, de plus en plus départemental, régional, national. Donc ça a tendance à uniformiser aussi les actions. Oui, c'est vrai que la question de l'uniformisation par l'évaluation, c'est un risque. À moins que ça reste une évaluation dynamique. C'est bien la question de la dynamique de l'évaluation qui est en question là. Est-ce qu'on est entre des co-évaluateurs, parce que vous parliez de co-construction des politiques publiques, mais je pense que ça existe de moins en moins. Tout le monde étant de bonne foi, mais trop pressurisé par ses propres conditions de travail et de réflexion. Oui, il faut plusieurs conditions préalables pour une construction, ça n'existe donc pas forcément. Je crois quand même que c'est un moyen de prendre en considération la question de l'évaluation, justement, parce que là on parlait donc de conventions partagées, enfin de responsabilités partagées ou de conventions partagées entre les collectivités et les associations. Je pense que du point de vue de la collectivité, il y a un besoin quand même de construire quelque chose qui donne toute légitimité aussi derrière, du point de vue de la collectivité, je vais être plus précis, du point de vue de l'élu qui porte un certain type de politique, il y a un besoin de construire une légitimité qui porte derrière la possibilité de construire. Et j'en reviens donc au tiers extérieur. Moi, je pense que ce tiers extérieur donne en partie cette légitimité à l'élu. Donc il ne faut pas le voir comme quelque chose qui serait un contrôle ou qui serait effectivement une contrainte, y compris financière, parce que ce tiers extérieur, forcément, ça a un coût pour la collectivité, mais c'est aussi peut-être un plus par rapport, y compris dans une convention, dans une relation singulière et contractuelle entre une association et une collectivité, c'est peut-être un plus pour derrière légitimer la pérennisation de cette convention. Et non pas en rester un bilan. Parce que c'est souvent quand même l'évaluation, c'est un bilan et c'est un contrôle. Oui. Moi, je reviens à ce qui vient d'être dit, les dernières interventions. Je crois qu'effectivement, si c'est uniformisé, c'est pas intéressant et ça n'a pas lieu d'être. Le poste que moi j'occupe aujourd'hui, c'est sur une spécialité musicale que je défends. Et je pense qu'une personne qui évalue, quel que soit l'endroit où elle se situe,
il faut qu'elle soit spécialiste d'un sujet. Parce que la spécificité territoriale ne peut s'évaluer que par la spécificité du métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin moi je connais rien en social, enfin je connais rien, je m'entends quand je dis ça, je ne serais pas à même de faire une évaluation pertinente sur un domaine social. Parce que je n'ai pas les clés. Je connais des choses, mais ce n'est pas mon métier. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une tendance générale nationale, mais que ce soit collectivité ou État, de faire de la polyvalence. Et la crainte, malgré qu'on nous demande de faire une évaluation de l'expertise, ce qui n'est pas la même chose que l'évaluation de l'expertise, c'est de lisser les choses et que tout le monde peut faire tout. Et que tout le monde peut évaluer tout le monde, et que tout le monde peut faire expertiser le voisin. Ce qui est faux. Et surtout, ce qui est important, même si je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure par le consultant, justement, au travail avec ses pairs, moi je suis d'accord, à part comme ministère de la Culture, c'est pas le sujet. Pas du tout. Non. Pas du tout. Même j'entends, moi j'entends bien, d'ailleurs ça me parle, moi, mais c'est pas le sujet. Et les collectivités travaillent sur ce sujet à certains endroits, à d'autres ça dépend des milieux, des histoires, tout ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est de travailler sur une spécialité des secteurs. Quand on évalue, si vous êtes pertinent, c'est parce que vous connaissez vos métiers, nous connaissons nos métiers, et qu'on a des choses à dire. Si on sait évaluer, c'est parce qu'on connaît la situation. Et effectivement, à juste titre, le côté territorial, où c'est grâce à ça que ça fait la différence, et qu'une structure ici, enfin, prenons cette structure qui est ici à Paris, et puis en banlieue parisienne ou à 300 km d'ici, le travail ne sera pas le même. C'est normal. Le contexte n'est pas le même, l'histoire n'est pas la même, les acteurs ne sont pas les mêmes, pas en tant que personne, mais par le lien. Et ça, si quelqu'un ne sait pas le faire, tout est raté. Ça paraît évident ce que je vous dis, mais c'est pour ça que souvent il y a des évaluations qui ne sont pas évaluées. Parce que c'est des bilans d'activité, parce qu'on n'a pas contextualisé la problématique et les enjeux liés à une expertise spécifique. Voilà. Ouais. Je crois, juste pour rajouter une chose, je crois que en même temps il y a aussi des différences quand même suivant si le projet qu'on a proposé rentre dans une politique publique qui est très très définie, très cadrée, comme dans le social ou dans la politique de la ville. Et c'est vrai que du coup on a quand même j'allais dire une liberté aussi d'action dans son projet qui quand même tend à se réduire quand on est dans des politiques très ficelées où on va être effectivement dans des histoires de LOLF, d'indicateurs, beaucoup plus que quand on présente aussi parce qu'il y a quand même énormément de plus petites associations qui ne rentrent pas forcément dans une politique publique et qui éventuellement, donc là on sort un petit peu du contrat, on va dire, avec la puissance publique, qui n'ont tout simplement pas de subvention ou très peu, ou sur un projet. Donc là, c'est plutôt, effectivement, quels outils d'évaluation on a, en fait, en interne pour son propre projet, pour le faire évoluer, qui n'est pas nécessairement en lien, ou qui peut être en lien avec une politique publique, mais plutôt, j'allais dire, citoyenne. Tiens, qu'est-ce que je fais sur mon territoire ? Est-ce que ça apporte quelque chose, que ce soit au niveau politique ou d'amélioration du cadre de vie, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que, bon, on le fait rarement. Donc, on se posait aussi la question, est-ce que des outils type des chartes, type, le premier outil d'évaluation d'une association, peut-être l'objet, voilà, où on en est de notre objet, mais aussi des valeurs que porte une association. Est-ce que, par exemple, des outils comme peuvent le faire des réseaux justement de l'économie solidaire, sur des déclarations sur l'économie solidaire, sur des outils qui sont un peu plus sophistiqués, ou non pas plus sophistiqués, mais un peu différents d'une charte, mais voilà, qui peuvent être un peu dans cette continuité, mais aussi des outils plus internes, c'est-à-dire que est-ce que des outils liés effectivement à la gouvernance, à la relation salarié-CA, adhérents, bien sûr, bénévoles, voilà. Est-ce que tous ces outils-là, ils ne servent pas forcément dans le cadre d'une évaluation, dans un projet en lien vraiment avec une politique publique un peu fermée. Par contre, ils servent pour soi-même, pour évaluer. Et c'est vrai que
en même temps, bon, pas forcément lié à cette circulaire, mais c'est vrai que on a pas mal discuté aussi entre nous. Tiens, est-ce que dans l'association dans laquelle tu es, une association très locale, est-ce que tu évalues et en fait, non, c'est vrai qu'on évalue peu en fait son projet et son évolution et sa place sur un territoire. Donc à tel point que, on en reviendra dans la troisième partie, c'est aussi comment je travaille avec les autres associations de mon territoire. Ça on l'évalue peu, ou voire pas du tout, quoi. Voilà, mais c'est vrai que dans les outils, type des outils que peuvent faire l'Institut Godin, qui est un peu spécialisé sur l'économie solidaire, qui permet en fait aussi toujours dans une démarche de progrès, mais de savoir où on en est de son projet associatif. C'est aussi des outils qui éventuellement pourraient aussi servir dans nos relations avec les collectivités ou avec la puissance publique. Parce que pour limiter aussi parfois les objectifs trop quantitatifs, où tout d'un coup la subvention ou la contractualisation sous le mode d'une subvention va se transformer presque comme une prestation, pour limiter ça, c'est aussi revenir à des fondamentaux de l'association. C'est-à-dire aussi ses valeurs, sa démarche, quel est son objet finalement, et sa façon de travailler aussi, peut-être. Peut-être simplement avant qu'on bascule sur la deuxième partie que tu commences à évoquer. Parce que dans le débat qu'on a eu, c'est vrai qu'on a posé plusieurs méthodologies possibles sur cette évaluation. Je pense qu'il faut qu'on garde quand même à l'esprit qu'on est aussi sur une logique de diversité associative. C'était un point important et qu'on fait face aussi à de très petites associations avec très peu de moyens, et il faudrait aussi qu'on fasse attention à ce que cette question de l'évaluation ne devienne pas une forme de méthodologie imposée qui en effet demande des moyens, qui serait presque dans une logique parfois de certification. Enfin, on peut aller aussi assez loin, et en effet dans une logique qui serait presque plus du contrôle qu'en définitive cette relation d'objectifs partagés à définir ensemble et avec la collectivité, et à voir comment on peut, dans un processus plus ou moins souple, plus ou moins quantitatif, plus ou moins qualitatif, plus ou moins formalisé, écrit, etc., penser entre une association et une collectivité. Donc rappelons-nous quand même qu'on a une grosse majorité d'associations qui ont des moyens très restreints, qui n'ont parfois pas de salariés en interne, ou très peu de salariés, et que c'est vrai que ce que nous ouvre aussi cette circulaire quand on a dit évaluation partagée, ça n'est pas de s'imposer un mécanisme d'évaluation rigoureux et complètement déterminé, même si on entend, qu'il y a une nécessité aussi d'avoir une logique de situation différenciée sur cette question de l'évaluation. Et je pense que un des points qui était, que je leur ai dit, moi, qui me semblait intéressant, c'était vraiment cette question d'avoir un dialogue, en tout cas ouvert, parce qu'en effet, et ça a été rappelé par beaucoup, on a aussi des associations qui se mêlent d'action publique. Donc à un moment donné, si on veut avoir un respect de l'initiative associative quand il y a une demande de financement ou une demande de subvention, c'est bien que ça va venir interroger les objectifs de politique publique, voire les mettre un peu en tension par rapport à ce qui était proposé par la politique publique. Donc c'est aussi cet enjeu de dialogue, c'est cet enjeu de construction partagée qui va se jouer. Et j'avais peut-être envie de mettre aussi l'accent, tant qu'on est un peu encore dans cette première partie, sur la question de la convention et de la contractualisation de la circulaire. C'est aussi ce que j'exprimais dans l'introduction sur ce qu'apporte aussi la circulaire, notamment dans cette vision d'un champ non économique et d'un champ économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va devoir, les associations seront aussi confrontées à cette définition de leurs activités dans le champ concurrentiel ou non concurrentiel, qui va être interprétée à l'aune des administrations au moment de la demande de subvention, et qu'il y aura peut-être aussi besoin de réussir pour les associations à formaliser, en tout cas à faire reconnaître l'aspect justement d'intérêt général et non concurrentiel de leur activité à travers un certain nombre de critères, et que là aussi il y a peut-être à penser à un accompagnement des associations sur ce terrain-là, pour une fois de plus réussir à s'identifier positivement dans
dans cette contribution citoyenne et dans cette autre forme économique qui est majoritairement proposée par les associations, de ne pas se situer sur un marché concurrentiel comme une entreprise ou une société commerciale. Et donc là aussi, il y a sans doute un effort, mais là on rejoint en effet ce que disait aussi, enfin ce que vous disiez et ce que commençait à évoquer Luc, la question de l'auto-évaluation du projet et de, à un moment donné, comment je vais me définir positivement sur mes fondamentaux et non pas être dans une logique parfois d'isomorphisme par rapport à une vision prégnante, assez généralisée de ce qui constituerait l'économie dominante, donc c'est-à-dire cette économie concurrentielle. Donc là, je pense qu'il y a aussi un travail à faire, notamment dans la relation avec les collectivités territoriales, parce que ce qu'apporte cette circulaire sur le champ non économique, c'est très nouveau. Et autant dire que la circulaire déjà est très peu vue par les administrations, mais alors là, le domaine du non économique est, je dirais pas un impensé, mais c'est quand même assez questionnant que le service public ne se pose pas lui-même la question du non concurrentiel parfois. Mais voilà. Donc, mais je pense qu'il va y avoir un... Ça semble presque en cause de la liberté d'associer, quoi. L'intérêt de la liberté d'association. Donc là, il va aussi y avoir un travail à faire et d'accompagnement des associations et des collectivités sur cette dimension-là aussi à réussir à affirmer. J'avais l'impression que j'avais déjà commencé. Mais tu vas continuer. Mais c'est plus pour aussi proposer, proposer un débat sur justement l'auto-évaluation. Qu'est-ce que chacun utilise aussi comme outil d'auto-évaluation dans sa propre association. Pourquoi, en fait, déjà, il va se poser la question de son évaluation? Est-ce que c'est pour mesurer son action? Est-ce que c'est pour lui donner plus d'ampleur? Mais de quels outils, finalement, on dispose au-delà de l'objet de l'association et du débat de l'Assemblée générale en fin d'année? Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a cherché des outils un peu plus... qui peut-être remettent l'action de l'association justement dans un débat politique un peu plus large. C'est vrai qu'on s'est pas mal arrêté sur des outils qui peuvent être fournis par tous les réseaux de l'économie solidaire, qui vont allier, en fait, on va dire, des valeurs, des postures, en tout cas déontologiques, entre les personnes, les différentes parties prenantes, et puis, effectivement, mesurer son action plutôt dans la façon de les mener plus que dans un résultat quantitatif, même si effectivement on peut aussi se poser la question quand même du quantitatif. Voilà, donc à partir de là, c'était plutôt savoir aussi comment chacun, est-ce que les gens se réfèrent à une charte, à un manifeste, voilà, comment aussi l'évaluation, tu citais tout à l'heure les points d'écoute jeunes. Est-ce que avant qu'une évaluation comme ça, finalement, de l'État arrive sur vos points écoute jeunes, est-ce que vous-même, entre vous avez développé votre propre évaluation? Je pensais par exemple aussi à des politiques publiques type les ZEP. Est-ce que même les enseignants ont essayé de fournir des outils pour évaluer cette politique publique? Voilà. Est-ce qu'on est susceptible quand même, quand on est dans des gros réseaux, de pouvoir développer des outils comme ça, quoi. Voilà. Est-ce que ça existait peut-être Oui, alors juste, il y a le cahier des charges quand même, puisque c'était une politique publique. Elle était un peu particulière parce qu'elle était justement sur... c'est un dispositif qu'on appelle subsidiaire, pour cela, en subsidiarité des autres dispositifs de droit commun. Hein. Donc déjà, il a une forme d'existence dans les marges. Il a été fondé sur ça. Alors, on part évidemment, quand on se met à bosser, on part du cahier des charges quand même, puisqu'il y a une mission à remplir, mais chacun des dispositifs, on a pu le voir dans cette évaluation des points écoute nationale qui a engagé, il y a 80 points écoute qui ont été vraiment scannés.
eh bien, on a vu que chaque équipe se dote d'outils déjà pour travailler. Parce que le but, c'est aussi de piloter sa propre action. Et le but premier pour moi de l'évaluation, c'est pas de rendre des comptes à l'extérieur, ça en fait partie. Hein. Et c'est aussi, oh là, t'as vu, aujourd'hui on n'a eu personne, comment ça se fait? Est-ce qu'il y avait quelque chose dehors? Enfin, c'est aussi de faire ce lien pour piloter le projet lui-même, hein, qu'on se donne à, par exemple, on est beaucoup, ils sont beaucoup missionnés, où on attend beaucoup de choses autour de la prévention de la délinquance sur les points écoute, eh bien, il va se doter d'un certain nombre, il va faire des choses, mais il va de soi aussi que la réflexion, par contre, des travailleurs sensés, c'est de se dire, est-ce que ce que je fais réalise ce que je me donne à faire, on va dire. Alors après, une assoce qui porte un point écoute jeune, c'est encore autre chose. Il y a les salariés qui sont, on va dire, rémunérés dans le cadre de leur métier, mais par contre, dans un projet porté par une association, avec des administrateurs qui, eux, ont un intérêt qui n'est pas celui des salariés, à porter ce dispositif, dans le but, finalement, pour eux, ils s'en foutent que les enfants soient délinquants ou pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens aient mieux sur le quartier, par exemple. Là, c'est qu'il n'y ait pas trop de tension, etc. Donc, c'est bien une visée sociale. Mais si je reprends, tu m'excuseras Anne-Claire, je reprends aussi les scènes de musique actuelle, parce que en même temps je connais, et voilà, mais du coup comme ça permet aussi d'avoir des exemples concrets. Souvent c'est une convention qui a été signée entre l'État et des lieux, une scène de musique actuelle qui, pour beaucoup d'entre elles, ont été portées par des associations, et qui petit à petit, quand même, ont rencontré une politique publique qui les soutient. Donc on a aussi peut-être tendance à développer des projets, tiens on va faire ça, de l'accompagnement, des amateurs, des machins, on va rendre des trucs. Et petit à petit, en fait on s'aperçoit que sur des lieux comme ça, on va avoir effectivement quelqu'un qui a envie d'ouvrir au débat, à la concertation, mais les lieux en eux-mêmes, l'association en elle-même qui porte ce projet, est-ce qu'elle a ses propres outils d'évaluation ou d'auto-évaluation? Peut-être pas forcément très souvent. Voilà. Donc, et c'est vrai que construire des outils comme ça, pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup. Ce qui serait certainement des outils dont pourrait aussi s'emparer l'État qui suit, puisque ça rentre directement dans une politique publique. Voilà. Mais cette espèce de concertation comme ça entre une auto-évaluation et un regard plutôt qualitatif, disons, ça se fait peu, quoi. Mais peut-être que toi, Sébastien, qui connais aussi bien ça, il est déjà parti. C'était bien tenté. Mais là, il est dans le train pour repartir. Non, ou Bernard, parce que tu connais aussi le secteur. Est-ce que vous avez des espèces comme ça d'auto-évaluation au sein de vos projets, sur des projets qui rentrent quand même pas mal dans des politiques publiques, où c'est comme, je sais pas, les centres sociaux, les MJC, au bout d'un moment, est-ce que c'est des missions de service public, quoi? C'est presque... alors, c'est porté par des associations, etc., mais on est presque dans des missions de service public qui ne portent pas vraiment leur nom, même si c'est encore développé par des associations avec un CA, mais on est à la limite, quoi, je trouve. Et donc ça, de fournir des outils d'évaluation, je pense qu'on les oublie, à part sur certains grands réseaux où il y a des chartes, etc. Mais je ne sais pas s'ils les regardent annuellement, ou voilà. Nicole, peut-être pour les régies de quartier. On peut avoir une charte, mais pour moi, c'est pas... mais c'est pas un outil d'évaluation. En fait, on a des valeurs qui sont dans une charte, et on va suivre les valeurs, mais c'est pas ça qui va évaluer l'action qu'on va faire. Non. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Hein. Oui, néanmoins, par exemple, dans ta charte, si effectivement tu développes des valeurs et un certain type de relation que tu pourras avoir avec d'autres associations de ton territoire et des habitants, et que tu fais tout le contraire, ça peut être un outil d'évaluation de tes valeurs, quoi, quand même. Entre les pratiques et les valeurs. Oui, après, c'est la dérive, voilà. Ouais. Bon, alors là, on est dans un truc.
Après, bon, à toi d'avoir aussi dans ton association, d'avoir les gens en capacité de voir aussi où se trouvent ces dérives-là. D'avoir bureau, conseil d'administration et... Oui. Non mais ça aussi c'est une question qui est compliquée parce que qui est de plus en plus compliquée d'ailleurs, je pense, tout à fait. dans les associations. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, avec cette politique qu'on voit partout, moi je vois parce que dans les régies, on est alors là sur des appels d'offres et des marchés publics. Donc aujourd'hui, on ne peut pas sortir de ça. On a aussi quelques subventions, mais je veux dire que c'est une vraie question. Et aujourd'hui, on demande aux associations d'être à un niveau top, quoi, ingénieur, avoir des compétences en tout, faire du management. Bon, ça devient infernal, quoi. Et aujourd'hui, on se rend compte que les administrateurs, chez nous, c'est les habitants, ils sont complètement dépassés par les situations qui existent aujourd'hui, quoi. Donc on se retrouve dans des incohérences et tout ça c'est compliqué, quoi, parce que l'auto-évaluation on peut la faire sur une action, on a une nouvelle activité, on va regarder si au début c'est une expérimentation, donc on va regarder où est-ce qu'on va, etc. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Et vous êtes évalué? Vous êtes évalué? On est évalué, on est dans le dispositif d'insertion, bien sûr qu'on est évalué. Ouais. Aujourd'hui, les dispositifs d'insertion, alors on a plein de critères, parce qu'on doit aussi montrer les sorties positives, etc. Mais par contre, il y a des choses dans les parcours d'insertion il y a une incapacité d'évaluer, parce que une personne à qui on a appris à devenir mobile, à devenir plus responsable, comment on l'évalue? C'est impossible. Donc il y a des choses qui passent complètement à la trappe dans l'évaluation. Je pense qu'effectivement c'est impossible vis-à-vis du pouvoir public qui a passé cette commande, parce que ça n'entre pas dans la commande. Mais par contre, c'est possible par rapport à notre projet, c'est notre projet associatif, et de rendre les gens plus autonomes, plus mobiles. Et je pense que c'est peut-être ça qu'on perd de vue, le fait qu'on devrait évaluer notre action par rapport à notre propre projet associatif. Et c'est là où la charte, si ça existe, où la définition du projet entre, et pas par rapport à la commande publique. Limite, je pense qu'il faudrait avoir malheureusement plusieurs évaluations, et beaucoup de l'auto-évaluation en interne, avec... où on se pose la question pourquoi on fait ce qu'on fait, est-ce que ça correspond toujours ou est-ce qu'on n'est pas dénaturé par la commande publique qui nous est passée. Et je pense que c'est important d'avoir de l'auto-évaluation. Personnellement, je crois aussi à l'évaluation par les pairs et avoir des réseaux associatifs qui font que, oui, à l'intérieur de ces réseaux, on n'est pas, même si on peut avoir des rapports concurrentiels par ailleurs, parce qu'on fait tous appel au même type de subventions. Et quand on est à l'intérieur du réseau, on a aussi on peut s'évaluer mutuellement et se rappeler pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire. Ouais. Depuis tout à l'heure, je me pose la question de savoir si ça peut être la même évaluation. L'évaluation du projet associatif et l'évaluation des actions sur lesquelles que vous mettez en place, parce que ça correspond à votre projet associatif, mais aussi parce qu'il y a l'appel à projet qui est descendu et qu'il faut bien vivre et avoir de l'argent. Et voilà. Et je me disais qu'en fin de compte, un des supports, moi, que je dis beaucoup aux associations de mon territoire, mais qui sont des petites associations, c'est la moitié, c'est que des bénévoles avec des vacataires de temps en temps, donc c'est vraiment des toutes petites associations. C'est de se poser, de dire à quelles conditions est-ce qu'on estime que l'action va être réussie, et croiser ces conditions que l'association dit à quelles conditions je me dirais j'ai réussi cette action, mais la croiser aussi avec ce qu'en pensent les personnes à qui est destinée l'action, c'est-à-dire on fait un atelier ASL avec les mamans du quartier, à quelles conditions vous pensez que cette action elle va être réussie, et la croiser surtout, ne pas oublier, avec les financeurs, parce que les définitions que les associations ont de l'utilité publique n'est pas forcément la même définition
que le financeur élu sur un territoire. Et donc c'est super important de déverrouiller les trucs, ou de verrouiller, je sais pas, en tous les cas, de vérifier les choses avant, parce que c'est après, on a l'impression d'avoir fait une super bonne action, de s'être donné corps et âme, et puis en fin de compte, on s'aperçoit que ça ne correspond pas du tout aux attentes de celui qui, in fine, alors on peut le regretter, hein, mais c'est comme ça, donc il faut faire avec. Enfin, moi, c'est mon opinion, mais on peut lutter à un autre niveau, mais en attendant, pour survivre, il faut bien en tenir compte, ce qui n'empêche pas de lutter à un autre niveau, on est d'accord. Mais surtout, vérifier que les résultats attendus sont bien aussi partagés par celui qui prendra la décision. Si les citoyens évaluent la chose correctement, et ben ça fait le tiers. Ça suffit c'est pas. ça. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, le fait de demander aux habitants, ça peut faire le tiers entre l'association et le décideur politique. Et ça aide, moi je trouve. Moi je vais parler de ma petite expérience qui est toujours en place et que j'espère la continuer durant toute ma vie, à travers les associations et l'évaluation des actions, choses qu'on fait régulièrement. Et je vais répondre à madame concernant le fait à ce qu'une personne devient autonome, responsable et elle se prend en charge. On a une évaluation positive à faire qui pourrait ramener beaucoup de choses à l'association, voire au projet qu'on met en place. Parce qu'il y a un investissement humain, il y a un investissement d'heures, il y a un investissement d'écoute, et tout ça, ça s'évalue. Et ça peut donner un sens aux personnes qui se sont investies pour aider cette personne à avancer et à réaliser ce qu'elle a pu faire dans un temps X, que c'est vrai, c'est pas déterminé au départ, mais après, avec le recul, on peut savoir quel est le temps qu'on a investi et l'investissement humain surtout, et la présence des personnes auprès de ces gens-là qui ont besoin de nous et de notre présence. Et c'est une valeur qui peut être valorisée en temps et en heure, mais au fait, si elle était payée, elle a sa valeur financière, qui pourrait être rentrée dans le cadre des subventions que les associations réclament. Sachant qu'il y a pas mal de bénévoles qui sont qualifiés, voire qui ont des diplômes et qui peuvent aider les associations dans pas mal de tâches. Et il y en a des associations que j'estime beaucoup, que je respecte beaucoup, dont j'en fais partie, qui nous donnent cette possibilité de les aider afin que eux, ils se déchargent de certaines choses, tenant compte de la confidentialité de ce qu'on fait, parce que ça devient bénévole professionnel. Et donc, on n'en parle pas, parce que tout à l'heure, vous avez dit que le travail de certaines choses doit être vu, les salariés et tout, et comme on ne peut pas le divulguer à tout le monde, donc c'est dans un cercle restreint, eh bien non, il y a parmi les bénévoles des gens qui peuvent s'investir, qui veulent s'investir pour aller plus loin, et pour aider, pour mettre en œuvre tout ce projet qui a son importance et son impact. Elisabeth. Sur un autre exemple, à la Ligue des droits de l'homme par exemple, où on travaille sur justement des actions qui ne sont absolument pas financées. Néanmoins, il y a une vie associative et on agit, il y a des tas d'actions qui sont faites auprès de certaines... et ça me fait penser par exemple à l'évaluation de qu'est-ce qui est fait. Alors, par exemple, la Ligue des droits de l'homme du 18e à laquelle je appartiens, on fait pendant 2-3 ans un travail d'accompagnement d'un camp de migrants. Et puis la décision de virer le camp des migrants, il est fait sans nous, elle est prise sans nous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue pendant des années autour de qu'est-ce qu'on fait chacun autour de ce camp. Et après, il y a la forte déception des associations, qui n'est pas qu'une déception si c'est la Ligue des droits de l'homme, mais il y a aussi plein d'associations qui sont venues faire des animations diverses et variées.
mais on a un peu l'impression que tout ce travail est un peu mis à la poubelle d'un seul coup, parce qu'au moment de prendre la décision, nous, le monde associatif, en fait, on n'est pas consulté, ne serait-ce que ça, sur la question de la décision. Alors, consulter ne veut pas dire, évidemment, qu'un politique, il a la décision, c'est à lui de décider, sauf qu'on voit actuellement, alors, pour moi, c'est là où je perçois qu'il n'y a plus de véritable dialogue, ou alors c'est un pseudo-dialogue, parce qu'on a un peu l'impression qu'on est mis en bateau pendant 3 ans, parce qu'on est vraiment quand même, on a eu des temps d'action commune et de réflexion commune, et puis de débat, hein. On ne porte pas évidemment la même part, mais on voit que tout d'un coup, le contrat, il est interrompu de façon unilatérale. Voilà, c'est un peu ça, je dirais, aujourd'hui, pour moi, la décision politique qui ne comprend pas. Je pense que c'est aussi une question de compréhension mutuelle. C'est pas que on a le pouvoir, alors on l'exerce. Je pense que c'est aussi un manque de compréhension de ce qui est produit autour, par exemple, d'une action dans laquelle 5 ou 6 associations se sont impliquées pendant des années. Ça interroge la démocratie, en tout cas. Alors, il y a bien sûr cette question-là, mais c'est aussi une question d'évaluation pour moi. C'est que tout d'un coup, oui, mais parce que du coup, oui, c'est certainement une décision non démocratique, mais il y a aussi un manque d'évaluation de la valeur, enfin, un manque de connaissance de ce qu'a été. Il y a des bénévoles qui sont venus pratiquement tous les jours, faire des trucs qui n'ont pas de grande valeur si on les prend une par une, ces choses-là. Mais mises ensemble, elles produisent quelque chose. Et pour moi, la vie associative, c'est aussi souvent une production collective et qui n'est pas mesurable par l'argent. La question que tu poses, enfin, ce que tu dis, effectivement, on est complètement dans le champ de la démocratie. Complètement. Et je ne mets pas d'adjectif derrière le mot démocratie, parce que personnellement, j'estime que ça suffit à lui-même. Par contre, tu as employé la phrase, si j'ai bien noté, c'est le politique qui décide. Tant qu'on aura cette idée-là, on aura les écueils et les situations auxquelles on est confronté. Pourquoi c'est le politique qui décide ? Je n'ouvre pas un débat, je fais juste une parenthèse. Non, parce que on finira après-demain. La question, c'est comment il décide. Non, mais c'est ça. Mais pourquoi on l'appelle le politique, d'ailleurs ? Pourquoi on l'appelle le politique ? Non, ce que je vais souligner, c'est que dans nos phrases, dans les mots qu'on emploie, on a déjà, enfin, on se flagelle déjà tout seul, quoi. Hein ? Et je ferme la parenthèse. L'évaluation peut aussi servir à qualifier le politique en lui démontrant la valeur d'un travail qui est fait et qu'il ne voit pas. Donc ça sert à qualifier les associations, mais ça peut aussi servir à qualifier l'extérieur. Et donc la prochaine fois, si c'est lui qui décide, il décidera beaucoup mieux. Parce que vous on avez est bien d'accord. Mais est-ce qu'on a bien d'évaluer les politiques tous les ans ? Vas-y. Ça décidera mieux, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça décidera mieux parce que ce qui vient de nous être dit, c'est effectivement un manque de connaissances et notamment de ce que produit. Mais c'est permanent chez les élus. L'évaluation de l'utilité sociale. Ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est le manque de connaissance de l'utilité sociale produite. Bon, à partir de là, effectivement, il y a des questions qu'on peut se poser, c'est comment on légitime cette utilité sociale. Il y a eu un temps où il y avait des appels à projets qu'on qualifiait de piqueries ou chercheurs citoyens, qui ont été lancés par un certain nombre de conseillers régionaux. À ma connaissance, il n'y a jamais eu en fait d'évaluation de ce qui a été fait par ces. Mais moi, j'ai vécu quand même quelque chose qui m'a profondément marqué, c'est effectivement le fait que 2 organisations de l'économie sociale et solidaire, avec effectivement des chercheurs universitaires, ont travaillé sur l'utilité sociale. Alors il y avait de l'épargne solidaire, de l'action associative sur le logement et de l'action associative sur l'agriculture bio. Et bien effectivement, ce travail-là a permis je dirais, valoriser vraiment l'utilité sociale parce qu'il y avait ce binôme chercheur-associatif qui a permis auprès des collectivités locales de mieux comprendre l'utilité sociale de ces associations et de ces organisations.
Donc ça, c'est à mon avis une méthode qu'il faut davantage utiliser. Et il y a une autre méthode qui a été, qu'on a longuement discutée lors de la loi ESS, c'est la révision coopérative. Dans le monde des coopératives ouvrières de production, il y a effectivement une révision tous les 5 ans de la charte, des valeurs portées par la charte, des questions de gouvernance que porte cette charte, et d'un certain nombre de questions qui font sens. Ils se sont donné cette obligation en tant que coopérative ouvrière de production. Ça a été longuement discuté parce que les autres coopératives n'en voulaient pas. On peut se poser la question de savoir au niveau associatif ce qu'il en est exactement aussi. Non, mais en effet, je pense que ce qui est aussi intéressant et qu'on atteint sur la question de l'utilité sociale, pour rester aussi sur la question du processus d'évaluation de l'association, c'est que, en tout cas, on en discute souvent au niveau du collectif des associations citoyennes, et on le redisait dans le contexte au début, on est aussi dans des logiques d'isomorphisme un peu fort. On l'a dit beaucoup par rapport au dispositif de politique publique. On pourrait le dire aussi de la question des entreprises aujourd'hui et de la manière dont on parle ou qu'on compte, comme on pourrait dire CONTE et non pas COMPTE, nos activités. Et qu'aujourd'hui, on a quand même une injonction assez forte même sur la question de l'utilité sociale, il ne faut pas quand même complètement s'en cacher, on a une injonction de respecter des normes d'évaluation qui se rapprochent quand même plutôt d'une logique quantitative, justement, de comptage du public, comme on les appelle, de rationalisation des activités, etc., plutôt qu'une réelle réflexion de fond sur ça veut dire quoi hausser la capacité des personnes, ça veut dire quoi défendre des droits fondamentaux, et qu'est-ce que ça dit de nos activités. Pour parler chez nous par exemple du spectacle, est-ce qu'on est plutôt sur le comptage du nombre de spectacles qui ont été diffusés et du nombre de publics accueillis, ou est-ce qu'on est plutôt sur la démarche artistique qui a été proposée, le processus et non pas le résultat du spectacle. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont la démarche se met par exemple en œuvre sur un territoire, la manière dont ça va impliquer les personnes, la manière dont ça va leur permettre à un moment donné, chacune dans sa spécificité et sa singularité, de pouvoir développer un partage culturel, etc. Et non pas simplement de pouvoir renvoyer, même, je dirais même au-delà de la question des collectivités, mais de renvoyer dans son rapport d'activité, comme on le fait très souvent, en disant, bah voilà, j'ai fait 10 spectacles cette année avec tant de public, etc. On est quand même, et là, par rapport à l'utilité sociale, on voit bien, et on est ensemble avec le RTES, par exemple, dans la commission du Conseil supérieur de l'ESS qui est en train de travailler sur la question du guide de bonne pratique et de gouvernance, on revient très rapidement sur la logique offre de services, on dit usager, pas client quand même, un peu attention dans l'économie sociale et solidaire, mais on n'a pas du tout, par contre, discuté de la question des droits des personnes. On n'est pas du tout sur la question des capacités, on n'est pas du tout sur la mise en responsabilité ou la liberté des personnes. C'est pareil, si on parle de la question de la gouvernance de nos structures, on a quand même du mal à aller sur la question de l'horizontalité, de la souplesse des modalités d'organisation collective de la décision. Est-ce qu'on est toujours dans une logique d'une gouvernance entre guillemets représentative où on a un bureau délégué de la décision, ou est-ce qu'on construit des stratégies collectives, associatives qui sont remises en question et qui impliquent de manière différente à la fois les bénévoles, les salariés, les pratiquants, les collectivités, voire dans le champ de la structure. Et on voit bien que là, très souvent, on est renvoyé quand même à une difficulté qui est que dans la considération qu'on a, on va les avoir, d'une structure ou d'une entité aujourd'hui qui délivre des activités dans le champ social, il faut découper la question de la gouvernance bénévole et la question des salariés. Il faut découper, parce qu'on est dans un champ de professionnalisation, la question de l'employeur et la question du salarié. Il faut découper la question du bénéficiaire et
et du projet dont tu nous rappelais qu'en effet on était aussi sur des initiatives citoyennes et parfois c'est les bénéficiaires en fait qui ont monté le projet. Donc on peut peut-être aussi parfois sortir des cases dans lesquelles on est. Et voilà, il y a peut-être aussi cette réflexion à un moment donné de se redire que les valeurs et l'horizon auquel on croit et pour lequel on se mobilise sur des actions simples de territoire, de proximité, etc., mais qui s'inscrivent quand même aussi dans des logiques de transformation sociale, dans une logique de contribution au bien commun, etc. Il faut aussi qu'on arrive à un moment donné, faire en sorte de les organiser dans nos propres entités, de pouvoir les défendre aussi, hein, parce que c'est pas évident. Et donc déjà, ne serait-ce que parfois de repérer là où est l'isomorphisme et là où on a du mal, où malgré nous, quelque part, on tombe un peu dans le piège de reprendre des logiques, des comportements ou des pratiques, en définitive, qui n'étaient pas celles qu'on souhaitait porter auparavant. C'est déjà un premier pas. Ensuite, de réussir aussi à nommer nos propres activités avec nos mots. On revient sur la question des terminologies et du vocable, mais mine de rien, le vocable dit beaucoup. Et la terminologie que je relevais tout à l'heure de qui décide, pourquoi le politique décide, mais qui a décidé que les élus étaient les seuls politiques sur un territoire ? Enfin, moi déjà, ça me questionne. Je pense que les associations ont une action politique. Donc à un moment donné, voilà, je pense qu'il est aussi important, et c'est aussi quelque chose dans la question de l'observation de soi-même et d'évaluation, cette capacité de pouvoir se nommer et de pouvoir se donner ses propres objectifs et donc d'évaluer ses propres objectifs et de trouver aussi des méthodes qui permettent de le faire de manière collective, c'est quand même un enjeu sur lequel on a encore, je pense, à progresser, même si, comme Luc le rappelait, il y a aussi déjà des choses. En effet, les régies de quartier, vous avez quand même beaucoup travaillé là-dessus. Il y a des démarches de progrès qui sont portées par des réseaux d'économie solidaire aussi qui ont été faits, comme à la PES, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, etc. Donc, il y a des éléments d'appui déjà. Mais on voit bien que ces démarches de progrès, très souvent, ne sont pas du tout dans une logique de certification, sont justement dans des processus très souples qui doivent pouvoir s'adapter à la réalité et à la situation des initiatives. Vas-y, Elisabeth. Non, ça m'évoque un dialogue que j'avais avec, par exemple, l'inspectrice du projet que je produisais. Elle me disait combien de... Alors, à votre avis, combien d'entretiens réussis elle était moi, je répondais, ben tous. Parce que il ne peut pas y avoir... Alors, sauf si on est dans une commande descendante, mais si on est quand même dans l'accompagnement des processus vivants dans la cité, hein, parce que pour moi, le monde associatif, à la différence peut-être d'autres, par exemple, je pense que c'est différent du fait qu'ils sont très souvent présents, enfin l'associatif se structure autrement, a une autre histoire que par exemple le service public, et il n'a pas la même fonction. Donc sur les territoires, pour moi, ils accompagnent les processus vivants interpersonnels entre les gens, entre les personnes. Et ceci devrait être pour moi préservé, protégé par un homme ou une femme politique comme la prunelle de son territoire, parce que justement, c'est comme ça qu'on fait vivre quelque chose dans une communauté d'intérêt. Mais aujourd'hui, on est plutôt, c'est vrai, alors toi tu emploies l'isomorphisme, moi j'entendais parler de la normopathie. Ah oui, il y a des écoles, parce que, par exemple, pourquoi on est aussi des points très différents? Tout bonnement parce que chacun a un parcours professionnel différent. Et on produit des actions. Néanmoins, tout ça, ça a valeur éducative, de support, etc. Mais chacun, évidemment, réinvente à partir de tout ce qu'il a pu traverser comme expérience professionnelle. Il va inventer une pratique. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi peu de place qui est... Parce qu'aujourd'hui, on nous parle
c'est comme la lessive, hein, il faut innover tout le temps. Et, on fait des nœuds. Voilà. Et il faut laver tout le temps. Ouais. Et pour moi, excusez-moi, les politiques qui sont là, et vos chasseuses oreilles, c'est une stupidité. Parce que réinventer, admettre l'évolution et s'y intéresser ne veut pas dire qu'on fait la révolution tous les 4 matins dans la façon dont on accueille, on écoute un public, etc. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quelque chose qui progresse, c'est le malheur quand même. C'est le malheur. Et donc ça, je ne sais pas comment on l'évalue. Justement, c'est pas facile d'évaluer comment progresse le malheur. Ça se fait un peu quand même. Ça se fait plus facilement que ça. Ça On a trouvé des critères de comment ça se fait. Est-ce que nous on a territoire sensible, c'est pas mal. Il faudrait territoire sans sensible, hein. Ouais. Sensible. Vous savez ce que c'est que les cibles. Vous savez pas ce que c'est que les cibles. Sans les social impact bonds. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant de faire référence aux cibles parce que dans les cibles, il y a un évaluateur indépendant, payé par la collectivité. Les cibles, madame, il faudra prendre un petit fascicule, là, vous verrez. Vous le lisez ce soir, demain matin. Vous déclinez le sigle, peut-être que je vais arriver à comprendre. Mais ça veut dire Social Impact Bond. Alors, c'est en fait devenu impact social. Voilà, c'est devenu une réalité un petit peu plus forte aujourd'hui depuis que le mi-mars dernier, la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire a lancé un appel à projet sur les contrats à impact social. Et donc qui sont des formes de partenariat public-privé un peu instituées pour faire en sorte que le financement d'un certain nombre d'activités du champ social puisse être soutenu, c'est ça dans la volonté politique, investi, on pourrait dire, par des investisseurs privés qui vont venir apporter des financements à des associations sur une action sociale particulière. Et la collectivité publique passe contrat en fait avec un intermédiaire qui récolte ces fonds et ces fonds d'investisseurs privés. Et en fonction justement de l'évaluation du projet et de sa réussite, l'investisseur privé va pouvoir être rémunéré voilà, à 13%. Gratifié. Voilà. Si globalement, si l'évaluation est mauvaise, il perd ses fonds. Si l'évaluation est positive, il a un bon retour sur investissement. Évidemment, la question de l'évaluation est au cœur de la question et le système promeut évidemment un tiers de confiance, un expert de l'évaluation. Donc j'ose vous dire qu'on a déjà un certain nombre de cabinets de consulting qui sont déjà en piste pour proposer leurs services. Non, pas. Je pensais plutôt à ceux qui ont produit par exemple l'audit de la région Île-de-France, qui dit beaucoup de bien des associations. Donc Ernst & Young, KPMG ou autres. Voilà. Pas autant de moyens. Comment ils doivent faire? Non, mais dans les contrats impact social, c'est quand même dans les SIB et les rapports et dans ceux qui promeuvent ce système, on a quand même beaucoup d'intervenants qui viennent de ces sociétés de consulting qui promeuvent ce dispositif et qui, en effet, sont justement dans une logique d'indicateur d'évaluation à impact social. Quand on dit qu'il y a un enjeu quand même de définir en effet ce qui fait impact social ou non, aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a une volonté de maîtrise de ce qui pourrait être un marché du social à travers la réponse à des besoins sociaux qui seraient identifiés sur des territoires et auxquels pourraient répondre par de l'investissement privé un certain nombre d'opérateurs. Oui, non, mais ça, je la même chose, mais voilà, comment dire, Ernst & Young, Porter, enfin, PwC et compagnie, d'accord, il y a les 5 gros cabinets d'audit, conseil et évaluation, ils font les 3, donc ils font tout.
ça répond à la... Enfin, je reviens sur... Ils savent tout faire, c'est fantastique. Mais à un moment donné, il n'y a pas... Comment dire, faut pas non plus jeter l'opprobre sur les cabinets et d'autres qui sont de taille intermédiaire. Moi, je suis encore... Tout à fait. C'est pour ça que je précisais bien qu'on était quand même sur des sociétés qui voyaient arriver un marché potentiel intéressant. Ils ont une logique mercantile quand ils travaillent avec ce type de structure pour proposer les choses. Derrière, ils sont... Ce qui est intéressant, c'est que tous les évaluateurs indépendants. Les cibles sont mis en place. On parlait tout à l'heure des ouvertures, dans l'introduction, Patricia, sur ce que pouvait permettre, en tout cas comme espoir, la circulaire Valls, mais dans le même temps, on met ça en place. Oui, c'est ça. Donc voilà quoi. C'est complètement incohérent. Et puis je voulais juste, à titre d'humour, dire en Ile-de-France, on n'a plus les piqueries, on a Pécresse. Ce qui est tout à fait différent. C'est le post-piquerie. C'est le post-piquerie, voilà. Mais voilà, simplement quand même pour dire que sur cet enjeu de l'impact social, aujourd'hui, évidemment, en fonction dont on va définir l'évaluation des actions, est-ce qu'on est plutôt dans un champ qui pourrait devenir un champ du marché, c'est-à-dire de réponse à un certain nombre de besoins, et quelque part dans une logique qu'on connaît, qui est une économie de la réparation, une économie, voire même là... qui va encore plus loin, puisque évidemment si on pense à la question de la santé, si on pense à la question des personnes âgées, si on pense à la question des accueils des enfants, et puis nous dans notre champ culturel c'est évidemment la même chose avec un certain nombre de marchés aussi qui se dessinent sur la musique. Sans oublier les personnes à mobilité réduite totale et qui sont très intelligents et qui aiment vivre, et j'en ai accompagné pas mal. Bien sûr, et donc là, on voit quand même qu'il y a... qu'on a à s'interroger, nous, sur la manière... Est-ce que nos activités sont seulement des réponses à des besoins, comme pourrait l'être celle de n'importe quel opérateur qui offrirait un service plus ou moins qualifié? Est-ce que déjà la qualification de ces services est différente? Et est-ce qu'on poursuit des buts différents que... celle d'entreprises sur un marché du social. Et là, il y a peut-être quand même des éléments qui doivent nous permettre de nous différencier. Et ça, on a besoin de se dire, on a besoin de mieux le formaliser, on a besoin aussi, nous, je pense, alors c'est peut-être pas des indicateurs, mais on a en tout cas peut-être à travers des manifestes, à travers des logiques de pratique, à travers des processus, à travers aussi pourquoi pas, et on y viendra bientôt aussi sur la traduction qu'on peut en avoir dans les politiques publiques de ces objectifs-là. On a aussi tout le travail par exemple sur les nouveaux indicateurs de richesse qui sont depuis longtemps sur le tapis et qui sont aussi une réflexion de beaucoup de territoires, de savoir comment on peut traduire aujourd'hui cette logique de nouveaux indicateurs. Dans un moment où on est quand même très contraint dans des formes de logique d'appel à la création d'emplois, enfin, il y a des injonctions quand même qui sont extrêmement fortes, quoi. Donc comment on arrive aussi à perturber le jeu en réussissant à se définir de manière beaucoup plus positive, c'est un véritable enjeu.